juste une petite question, c'est quel serait l'objectif selon d'une formation des adultes en fait? Parce que tu parlais très bien des produits bio. Alors après, voilà, moi je préfère acheter des bananes bio que des bananes pas bio. Voilà. Les bananes, on les produit pas en France. Donc voilà. Après, on peut se priver de bananes, mais On mange pas de banane. voilà, c'est un choix. Après, d'autres exemples, on parlait des quartiers populaires tout à l'heure, on leur demande de se passer de voiture. Est-ce qu'on a mis en place au niveau des dirigeants les infrastructures de transport qui leur permettraient de se passer effectivement de voiture quand c'est caricatural, mais quand c'est des femmes de ménage qui vont faire les nettoyages des bureaux à 5 heures du matin ou qui vont les finir à 20 heures le soir, qui n'auront plus de transport. Donc on peut éduquer enfin, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est pas aux enfants de transmettre à leurs parents. Enfin, ça me mérite aussi de fois en tant qu'enseignant. Voilà, c'est pas eux de le faire. Mais je pense qu'on a un beau informer les parents, éduquer les parents, sensibiliser les parents. Si derrière il n'y a pas les décisions de la part des dirigeants qui eux savent, je pense que voilà, les dirigeants de la métro de Grenoble savent qu'il faut des transports en commun à tout le temps, qu'il faut former ces habitants-là aussi à utiliser leur vélo. Enfin voilà, des choses comme ça. Il y a l'encadrement des loyers aussi. On parlait de personnes qui s'éloignent du centre-ville. Il y en a, c'est pour trouver de la nature, mais il y en a, c'est pour avoir des habitats moins chers. Et après, ils vont revenir travailler en voiture. Donc, il y a quand même des décisions qui sont politiques de la part de gens qui ont les connaissances techniques et économiques et qui ne prennent pas ces décisions-là dans le bon sens. Donc, pourquoi on va éviter, quel serait l'objectif de la formation des adultes à l'environnement? Moi, je vais te répondre directement. Ça... Alors, je sais qu'il y a des juste, est-ce que je peux juste, je pense qu'il y a, en fait, il y a à la fois le côté, pour résumer, le côté connaissance que toi tu mets en avant, et à la fois le côté immersion dans la nature, parce qu'on sait maintenant que pour passer à l'acte, enfin, pour s'engager réellement, il y a la nécessité de se sentir appartenir à la nature, de se sentir immergé. Donc finalement, les trois intervenants représentent un peu on va dire, des moments. Voilà, des moments. Et je pense que du coup, peut-être, Jean-Luc, tu peut-être, non, Guillaume, tu voulais peut-être préciser oui, quelque chose, juste rapidement avant de laisser la parole à Jean-Luc, mais moi je suis syndicaliste et je suis à la tête d'une organisation syndicale, donc effectivement mon périmètre d'action dans la démocratie sociale, c'est la démocratie sociale. Je pense qu'on est malheureusement trop souvent, on l'oublie parfois trop souvent. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de société civile organisée, dans lequel il y a les associations, les organisations syndicales, etc. etc. On a un membre du Césaire qui peut en parler également, puisqu'au Césaire, c'est la société civile organisée, comme au CESE, qui est représentée. Donc chacun a son rôle à jouer dans la démocratie politique. Les élus représentent, sont élus, mais dans la démocratie sociale, soit dans les administrations, dans les entreprises, il y a des représentants du personnel qui ont du coup aussi un rôle à jouer. Et je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'école, et puis ensuite il y a la vie après l'école. Et la vie après l'école, c'est la vie du boulot. On rentre dans une entreprise, et dans l'entreprise, on est dans des règles nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a les règles de la République, il y a les lois, et vous savez très bien que quand vous rentrez dans le monde de l'entreprise, vous avez un règlement intérieur et que vous êtes dans un lien de subordination à du management. Et donc derrière, il y a des représentants du personnel. Et tout ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir, nous, et c'est notre rôle de syndicaliste, doter les représentants du personnel de connaissances, de moyens, d'outils pour pouvoir challenger leur direction, challenger leurs administrations aux questions environnementales. C'est tout. C'est pas incompatible avec le reste, c'est complémentaire, mais réalisons 2 secondes que les entreprises s'exonèrent et trouvent tous les moyens pour s'exonérer de leurs responsabilités par rapport à l'environnement. Et il y a qu'un type il y a 2 types d'acteurs pour les contraindre. Il y a les acteurs politiques, le législateur,
Et puis il y a les acteurs représentants du personnel dans le monde, dans l'entreprise. Les secrétaires de CSE, etc., etc. Et c'est vachement important. Donc là-dessus, je pense que c'est une communauté, ce festival organisé, avec les associations, qui ont cette capacité de toutes et tous, c'est un peu c'est ce qu'on a voulu faire avec le pacte du pouvoir de vivre. 19 organisations au démarrage, 55 maintenant, 66 propositions. Voilà. 60. Voilà, 60. Pour essayer de répondre aussi, pour moi, c'est quoi la formation des adultes? C'est aussi leur redonner un petit peu cette capacité d'agir, parce que je pense, moi j'ai fréquenté pas mal de Grenoble, parce que l'année sur la maison d'école, je sais pas, l'élu qu'on avait en face de nous, à l'éducation, Fabien Malbès, c'est un gars comme moi, qui à un moment s'est engagé pendant 6 ans. On en a quelques-uns etc. Bon, c'est pas des gens qui sont carrés. Et ça, quand on en parle avec, que ce soit dans les syndicats, que ce soit pas forcément au sein d'un parti, mais voilà, il y a le réseau citoyen, malgré le réseau citoyen, voilà, c'est pas un parti. Voilà, et donc les gens peuvent s'investir. Et comment on redonne aussi un petit peu le goût de l'action collective, de l'investissement aussi, parce que c'est bien beau la démocratie, mais effectivement, si on la consomme, on a ce qu'on a. Voilà, alors que si on y croit et qu'on est prêt à. C'est pour ça que je reviens souvent sur cette idée de service civique, voilà, où le temps citoyen, il devrait rentrer effectivement, alors soit au sein du temps de travail, enfin, bref, pour moi, s'investir 2 heures par semaine pour le collectif, ça me semblerait simplement un truc normal. Enfin, les gens préfèrent déléguer ça en payant des impôts, pour ceux qui en payent, et les autres en achetant des pays, etc. Mais voilà, mais c'est dommage parce que ça manque, on passe à côté de quelque chose. Parce qu'on rentre dans la compréhension, dans la formation, récupérer de la formation sur vraiment les enjeux, parce qu'il y a les enjeux locaux, il y a les enjeux effectivement mondiaux, et après, voilà, construire enfin, pour moi, la démocratie, voilà, ça ne peut vivre que si on y consacre du temps. Les hommes préhistoriques passaient à peu près 4 heures à bosser par jour. C'est 28. On se met le 28 heures, disait le poste. Non, mais si c'était une des propositions voilà. Donc le reste du temps, c'était de la vie sociale, c'était de l'organisation du collectif, du loisir, des arts, enfin, voilà, c'était ça. Bon. Non, c'est pour j'étais au préhistorique il y a longtemps, mais je vais y retourner. Oui. Est-ce que tu voulais répondre à ouais, ça? alors peut-être très rapidement, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir et je ne voudrais pas non plus. Mais juste peut-être un petit point sur le fait qu'il faut qu'on dissocie l'idée de faire des formations et l'idée que une fois que la formation est faite, ça va aller dans le sens où nous, la formation, elle fait ouvrir des champs des possibles. Oui. Après, le choix, à un moment donné, actuellement chez nous, c'est un choix démocratique, il faut redonner de la valeur à ça. Mais je veux dire, il faut quand même rappeler qu'au départ, voilà, c'est ouvrir le champ des possibles. Et juste dire que l'éducation pour les enfants, ça sera ça aussi, ça sera leur ouvrir des champs des possibles, mais ça veut pas dire qu'après, ils ne font pas d'autres choix que qui ne correspondaient pas à nos valeurs au départ. Et déjà, notre boulot, c'est de leur ouvrir le champ des possibles, pour au moins leur éviter qu'ils reproduisent la seule chose qu'ils ont fait. C'était juste pour... Merci. Je voulais simplement dire qu'il y a un mot qui revient souvent en ce moment, c'est mutualisation. Pendant des années, c'était des initiatives personnelles et individuelles un peu partout, et qui émergeaient et qui d'un seul coup faisaient qu'on allait dire « Ah bah tiens, ça c'est bien, on va en faire éventuellement une loi ou un truc, etc. » C'est monté comme ça. On est sur une autre bascule, à mon sens, aujourd'hui, c'est que tout est devenu mutualisé aujourd'hui. C'est-à-dire que l'information devient mutuelle. Et les gens ont une capacité à pouvoir récupérer de l'info, mais ça reste encore des mouvements individuels. C'est-à-dire qu'on va chercher et puis on va se débrouiller. L'initiative on est dans une ère d'initiative. Et je pense qu'en effet, il ne faut pas bouder son plaisir à engager un maximum de champs des possibles sur la formation. Et je dirais juste un mot sur la formation. Au sein de l'INSA, enfin, tout ce qui est formation des personnels, on est complètement encore trop à la marge d'un aspect essentiel, c'est le partage d'expérience. Ce qu'on appelle le retour
on appelle ça en pratique, Analyse de pratique. L'analyse de pratique. Oui. Ça commence à rentrer. Et pourquoi? Je terminerai là-dessus. Je donne un exemple. Une élu municipale d'une commune qui est juste à côté de chez moi à Domaine, à Auversou, a eu l'idée de dire bah, on va désimperméabiliser et végétaliser les cours d'école parce qu'on veut se mettre dans l'optique d'adapter nos écoles au réchauffement climatique. En partant du constat que ce n'est pas possible que les enfants ils soient à 45 degrés. Ils en ont déjà eu la journée, elle était difficile parce que les bâtiments ne sont pas adaptés. On les met dehors, bah oui, on les met dans une cour où il fait 45 degrés. Donc, ça cuit bien. Là, ça cuit bien. Ils sont déjà cuits, ils sont encore plus cuits. Ce que j'ai trouvé génial dans l'initiative de cette collègue, c'est qu'elle a voulu partager son expérience et elle n'a pas attendu l'autorisation quiconque. Elle a envoyé sur le réseau, elle a dit voilà, on se retrouve demain soir et je vais vous présenter notre projet. Eh bien, on était une dizaine de communes, d'enseignants, de communes de l'ensemble de l'agglomération grenobloise, en disant ça c'est super intéressant. Mais on se rend compte que ça, c'est ça qu'il faut développer. Et je pense que la formation, en effet, telle que vous l'envoyez, c'est ça. C'est des retours d'expérience et faire en sorte qu'on puisse partager des choses qui marchent et avoir envie d'une seule chose, c'est qu'Epercol, de manière à éviter, parce que moi je me rappelle souvent de ce film qui avait percolé dans toute la France, éviter qu'un jour nos enfants nous accusent de n'avoir rien fait. Et il faut rester sur cette dynamique, la dynamique du film Demain et après-demain, où on se rend compte qu'en fait on a une chance extraordinaire aujourd'hui grâce aux outils réseaux sociaux, c'est qu'on peut partager un maximum et surtout pas s'empêcher de le faire. Donc je trouve que ce genre d'initiative, on voit, et les syndicats et autres sont là aussi, les associations. Pour lancer ce genre d'initiative, il faut les multiplier. Donc je vais rebondir parce que c'est un exemple, j'allais dire, concret de comment aussi les mondes on vit de façon très segmentée. Je donne un exemple, vous parliez des femmes de ménage qui travaillent 5 heures du matin, très tard le soir, l'enfant il a la clé autour du cou parce qu'on va rentrer ou on part à l'école quelquefois tout seul, hein, c'est des réalités. Avec l'insertion par l'activité économique sur un secteur, on s'est posé la question avec des entreprises, c'est des mondes qui ne se croisent pas. Et un jour on s'est posé la question de dire mais quelle est l'obligation de faire ménage à 5 heures du matin? Est-ce que c'est ça aussi comment on réfléchit? Et en fait, ben, il n'y avait pas tellement d'éléments qui justifiaient. Et donc, on a fait l'expérimentation que les personnes fassent le ménage pendant que les personnes sont au travail. Ça s'est très bien passé. Et je vous le dis parce que c'est sur des choses très simples comme ça qui sont de la formation pour tout le monde. Les personnes qui laissaient leur café moisir dans le gobelet, dans la tasse, sur la table, à partir du moment où ils ont identifié la personne qui faisait le ménage, ils ne voulaient plus laisser les trucs dégueulasses, ou bien ils mettaient un petit mot sur le bureau en disant « on est désolé, j'ai pas eu le temps de ranger ». Et du coup, on s'est rendu compte que finalement, ce qui était imposé et qui rendait la vie impossible à souvent des femmes seules, chefs de famille, eh ben, qu'est-ce qui justifiait? Donc du coup, on peut aussi questionner et changer pas mal de nos comportements. Parce qu'on met, comme dans les cours de création, on connaît que ça, donc on ne se pose plus la question, effectivement, sur un certain nombre de pratiques. Et je pense qu'avec les syndicats aussi, c'était parce qu'à un moment donné, voilà, c'est institué, on ne se pose pas la question. Mais vraiment, moi, je me souviens que ça avait été déclencheur parce qu'en très peu de temps, quand on a posé la question, qu'est-ce qui justifie le ménage à 5 heures du matin, ben, il n'y avait pas d'argument. Et de la part des salariés non plus, hein, qui se sont lancés tout à fait facilement. Et du coup, maintenant, c'est resté comme ça. Dans une grosse entreprise régionale. Oui, mais c'était pas énorme finalement. Et humaniser aussi finalement, enfin mettre un visage sur quelque chose qui se passe qu'on ne voit pas d'habitude. Voilà. Oui, comme les travailleurs qui peuvent travailler au Pérou pour les cacao, pour voilà. Il y a aussi la proximité en fait. Du coup, moi j'avais une question un peu plus concrète et du coup vous allez peut-être pouvoir me répondre. Parce qu'on entend parler beaucoup de formation, moi je dirais qu'il faut presque, avec les adultes, faire de la déformation. On avait quelqu'un qui travaillait sur des logiciels, à mon avis on a un logiciel de pensée qui est intégré depuis des années et du coup il faut arriver à décentrer et tout ça. Et du coup nous en travaillant avec le CMJ,
quels sont pour vous aujourd'hui les principaux freins à combattre dans justement, parce que ce changement, beaucoup de monde commence à se dire il faut le faire, mais il y a encore plein de freins chez les gens. Quels sont vous les principaux freins que vous avez trouvés ou les difficultés, les principaux ennemis qui va faire ennemis entre guillemets, mais là où c'est le plus difficile pour arriver à changer les choses? La question est peut-être très large. Moi, la liste est longue. Ouais, la liste est longue, mais Surtout que c'est super long, quoi. Des fois, il y a partout, hein. Moi, je vois la saleté. Oser revenir sale. Le gamin qui arrive, ma mère va me tuer. Non, les parents, pas rarement les enfants, mais c'est de la folie. Moi, j'ai en 30 ans, je vois une sacrée évolution toute bête, la saleté. Juste la saleté. Non, mais la liste est longue, quoi. D'accord. Voilà, il y a à voir. Moi, j'ai pas de réponse. Si tu me permets, tu as raison, parce que la saleté, c'est la première chose qui a été dite, qui a été évoquée hier soir en présentant les nouvelles cours d'école. Les gamins vont se salir. C'est dégoûtant. Ouais. Et en plus, il va falloir entretenir l'école derrière. Ah bah c'est sûr que la végétalisation d'une cour d'école, ça sera pas sympa à donner. On préfère à la limite que ce soit bien propre, bien dégueulasse, parce que c'est du minéral. C'est plus facile après. Mais ramener à l'intérieur, on dirait que j'ai eu cette réflexion-là parce que j'ai essayé de chercher qui avait pu mettre autant de boue dans mon collège tout neuf. Et ben, j'ai appris que c'était mes profs de SVT qui étaient sortis en sortie nature. Et ben, je les ai pas engueulés. Bravo. Mais n'empêche que j'ai quand même cherché à savoir pourquoi c'était si dégueulasse alors qu'on était tout propre le matin. Voilà. Juste, ouais, il nous reste que 5 minutes. Donc il y avait 2 interventions encore. C'était plus pour répondre, alors c'est pour ça Oui. que c'était pas. La réponse. Je pense que vraiment l'un des freins principaux, c'est le découragement des gens. C'est les gens qui s'investissent, qui dans l'associatif, qui veulent faire des choses, tout ça, et qui finalement n'ont pas le répondant des politiques, n'ont pas. Alors maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière parce que je suis à la mairie, mais je l'ai vécu dans le monde associatif, voilà. Et c'est ça qui est difficile. Je pense que vraiment les autorités locales, les politiques, tout ça, doivent quand même vraiment le plus possible accompagner ceux qui veulent faire, quoi. Et là-dessus, c'est vraiment indispensable. Alors parfois, ça va pas dans le sens que le politique voudrait, mais enfin, il faut quand même accompagner l'initiative associative. Il y a tellement de gens qui ont proposé des choses et qui se battent, et qui font une fois, 2 fois, puis après c'est tout. Si ça marche pas, ils arrêtent. Alors qu'il y avait des choses comme ça. Donc je pense quand même que vraiment il y a l'accompagnement des gens qui font, qui paraît vraiment indispensable là-dessus. Et du coup, c'est vrai que quand vous faites, assurez-vous en amont qu'il y aura, si vous faites, il y a du répondant quelque part sur ce. La saleté de la nature et l'ego des élus. J'ai un petit élément Et de plus. juste, il y a des interventions depuis longtemps. Je voulais juste rebondir sur le sujet de comment on peut faire bouger les adultes. Encore une fois, mon témoignage personnel, depuis que j'ai pris conscience de ça, 3 jours après, j'ai été voir mon chef, j'ai dit je ne peux plus faire le même boulot comme je le faisais avant sans prendre en compte la valeur planète. Moi, je suis directeur de site, c'est-à-dire que j'ai 10 usines à gérer dans le monde, 2000 employés, donc vraiment bien le gars industriel. Encore une fois, les ressorts, moi, qui m'ont fait bouger, ce sont, quelqu'un l'a dit, les scientifiques le savent. Très bien. Moi, je ne le savais pas. Alors, j'ai su par moi-même, et j'ai découvert que la situation était hyper grave. Donc, une fois que je me suis rendu compte de ça, j'ai essayé de vulgariser les choses pour en parler autour de moi et voir comment ça allait réagir. Parce que je pense que ce qui a changé, c'est que dans les dernières années, il y a certainement il y a 10, 20 ans, il y en a qui n'auraient vraiment rien à foutre de l'environnement. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est sensibilisé, ne serait-ce que par la pollution, etc. Moi, je me rends compte que dans mon milieu industriel, je dois avoir formé à peu près 1000 personnes aujourd'hui. Donc c'est moi qui fais la formation, c'est-à-dire que je suis à la fois patron de mes usines, etc., mais je veux partager ce que j'ai découvert. Eh bien, 98% des gens sont sensibilisés, et après la formation, ils disent « Merde, c'est hyper grave, maintenant je sais. Je sais parce que on en parle beaucoup là, mais est-ce que tout le monde sait vraiment les causes réelles de gaz à effet de serre? J'ai entendu des chiffres sur l'industrie. La plupart des gens vont dire les transports. Mais les transports, c'est la 4e cause de pollution. La 2e, c'est l'agriculture.
manger de la viande pollue. Mais je ne savais pas, je suis tombé de l'armoire quand je l'ai su. Donc, quand je parle de ça autour de moi, la plupart des gens tombent aussi de leur chaise. Quand je dis le gaz, ça pollue. Quand on chauffe au gaz, ça pollue. Je vais dire, mais tu viens d'où, de quelle planète? Je ne savais pas. D'accord? Donc, eh ben, quand on sait, on change. Moi, c'est mon cas. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui commencent, enfin, une fois que j'ai fait cette formation, cette explication, et je jette la pierre à personne. Je dis, voilà, au moins, vous savez. Et bien, la plupart des gens réagissent. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que les gens qui ont les moyens, et comme moi, aujourd'hui, quand on ne sait pas, on investit 1 euro là où il ne faut pas. Quand on sait, ça change tout. Et c'est ce qu'on va essayer de toucher dans notre association, c'est autant faire, mais aussi partager ce qu'on sait. Parce que je pense qu'il faut on a tous des leviers pour changer. Et la nature, j'adore la nature, mais c'est pas parce que j'adorais la nature que je faisais ce qui était bien. Et là maintenant, je relie les deux. Mais on a tous des leviers différents. Mais il y a un moment, il faut dire les choses qui ont été expliquées scientifiquement. Et donc j'essaye de vulgariser ça. Si ça vous intéresse, je vous ferai passer les 4 slides pour expliquer ce qu'on doit savoir. Très bien. Du coup, moi, ça fait écho à ce que je voulais dire par rapport aux ennemis qu'il faut combattre. C'est justement le rapport à la science. C'est-à-dire que l'inconvénient d'avoir cette information mutualisée auquel tout le monde a accès, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui mettent en doute la science. Donc, un des éléments, quelque chose qu'il faut faire, et en particulier avec les enfants, c'est expliquer comment la science fonctionne. Et on a eu cette expérience avec la pandémie où on a vu un phénomène scientifique se dérouler en vraie nature. C'est fait à la fois de tâtonnement, de retour en arrière, on sait, parce qu'il n'y a pas que des décisions politiques, les scientifiques eux-mêmes, ils cherchent à montrer ce que c'est que la science et montrer qu'à un moment donné, une vérité scientifique, on y croit parce qu'il y a un consensus qui se fait là-dessus, qu'il y a une communauté qui se fait. Bien sûr, ce sera peut-être remis en question quelques années après, mais il faut comprendre le mécanisme pour ne pas mettre en l'air justement tout ce qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas savoir, parce qu'on leur dit les choses, mais parce qu'à un moment donné, tout ce groupe, ils remettent en question, il y en a qui ont dit ça, il y en a d'autres qui ont dit ça, enfin, sans aller même jusqu'au complotisme et aux fake news, il y a quand même cette méfiance qu'il y a de la science, et il faut retrouver et réexpliquer à la fois aux adultes et aux enfants comment ça fonctionne, et comment justement on peut s'appuyer dessus après pour agir. Et là, je vous rejoins complètement. Mais aller sur le site de la NASA, c'est fabuleux. C'est hyper pédagogique. Alors quand on dit les Américains ils comprennent rien, mais c'est pas vrai. C'est Trump qui fait son show. Mais on a des choses très intéressantes qu'on peut exploiter aujourd'hui. Et honnêtement, les retours que j'ai, bien sûr qu'il y aura peut-être encore 2-3% de détracteurs, mais ils sont très faibles. Hein. Enfin, au bout d'un moment. Hein. Un mot de la fin du coup de Guillaume et Jean-Luc, parce que les Lydie, oui, il faut qu'on... Juste pour lire, il y a Jean-Baptiste Pressos qui a fait un bouquin justement, qui est historien des sciences et qui explique comment la dénégation du réchauffement climatique a été financée par les grosses compagnies pétrolières depuis des années, ce qui explique que effectivement on sera peu perdu et qu'on croit encore qu'il y a des doutes. Beaucoup de lobbying, mais beaucoup de lobbying, évidemment. Mais c'est pour ça que les lobbying ont été énormes. Un mot positif à la fin après les lobbying, tout ça. Évidemment, on continue à y croire, voilà, parce que j'y crois. Voilà, on fait ce qu'on peut, et puis on est vigilant, on essaie de garder un esprit critique donc, dans nos pratiques. Et puis, non, je pars faire du voilier toute la semaine. C'est vrai, en plus, on m'attend. Voilà. Au revoir Jean-Luc, merci. Je suis vraiment désolé de vous quitter comme ça. Je ne dis pas les autres, c'est pas le bon. Au revoir. Merci. Un dernier mot pour vous dire que, au nom du LSA, moi je suis très content que vous ayez organisé cette journée, parce que je pense qu'il va falloir la médiatiser. Pour que le même type d'initiative soit prise dans d'autres départements de la région et dans d'autres régions. Parce que là encore, vous voyez bien, et c'est un point important, c'est dans les territoires qu'on va pouvoir faire bouger les choses. C'est pas en centrale. Alors, je
siège de l'UNSA à Bagnolet ou à Paris qu'on va faire bouger les choses. C'est vraiment dans les territoires. Et un point aussi positif, parce qu'on a beaucoup parlé de l'éducation, ce qui est normal. Juste une réflexion, ce sont quand même les jeunes qui ont donné un coup de pied aux fesses aux adultes. Youth for Climate et tous les mouvements de jeunes qui se sont réveillés, c'est plutôt nous qui sommes globalement à la traîne. Donc s'il y a bien un sujet ou une priorité fondamentale aujourd'hui, c'est plutôt l'éducation des moins jeunes, plutôt que l'éducation des jeunes, qui à mon avis est plutôt bien faite. Et en tout cas, c'est quand même une grosse leçon qu'ils nous ont donnée. Ils ont un niveau de conscience qui est parfois bien supérieur au nôtre. C'est plutôt, c'est pour ça qu'au niveau syndical, au niveau de l'UNSA, notre cible, c'est vraiment de former les représentants syndicaux de manière à ce que tu disais tout à l'heure, pouvoir partager les expériences et partager les connaissances avec les autres. En tout cas, merci pour cette superbe initiative. C'est vraiment super. Oui, bah, je pourrais presque faire mienne cette conclusion, donc du coup, je ne vais pas en faire plus long. Moi, pour tout vous dire, je vais la faire plutôt. Ça fait 3 week-ends d'octobre où je suis mobilisé sur des événements. Il y en avait 2 qui ont été annulés avec toutes les mesures sanitaires, le côté rouge et parade et compagnie. Et je vous avoue que j'étais très surpris que celui-ci soit maintenu. Et bon, quand on se projette dans un truc, on n'est pas sûr que ça va être maintenu, bah, voilà, on n'y va pas avec tout à fait le même enthousiasme. Et je suis tout à fait très heureux de repartir avec un grand enthousiasme et de revenir plus lourd de ce que vous m'avez apporté et que j'en suis venu. Donc voilà, c'est un vrai partage. Merci beaucoup. Donc,